de Cargoculte Kanban. Alors, je m'appelle Émilie Esposito et moi, je viens plutôt du monde de l'agilité. Mais Anne, qui est là, quand elle a vu ma session sur le Cargoculte Agile, m'a dit « Écoute, il faut que tu viennes nous la faire à Lean Kanban France ». Et en discutant avec Samuel, il m'a dit « Écoute, il faudrait quand même que tu parles plutôt de Kanban que d'Agile quand même, parce que c'est Lean Kanban France et pas Agile France ». Donc, je vais vous parler de ma vision du Kanban en tant qu'agiliste. Je ne suis pas une spécialiste, donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent si je fais des approximations ou autres. Et j'espère qu'on va quand même passer malgré tout un très bon moment ensemble. Je vais vous emmener en fait en Mélanésie. La Mélanésie, c'est une région qui est dans l'Océanie, au nord de l'Australie, en fait composée principalement d'îles, dans lesquelles il y a notamment la Papouasie. Et ça, c'est un papou. Je ne sais pas si tout le monde voit bien les slides parce qu'ils sont assez sombres. Ça va au fond? Ouais? Ok. Donc ça, c'est un papou. La Papouasie, enfin la Mélanésie, a été en fait colonisée par l'Empire britannique via l'Australie à la fin du 19e siècle. Et elle a servi de base avancée aux Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. À cette occasion, les Papous ont été confrontés à la culture occidentale qui était beaucoup plus avancée technologiquement que la leur, et ça a été un véritable choc. Imaginez un Papou qui voit arriver des bateaux, des avions, débarquer avec plein de marchandises, alors de la nourriture certes, mais aussi des objets technologiques, des téléphones, des radios, des armes, des objets dont ils ne pouvaient pas comprendre comment un homme avait pu les fabriquer tellement ils semblaient complexes. Plus encore, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait entre le moment où un opérateur radio, dans sa radio, demandait telle ou telle marchandise et le moment où, quelques jours plus tard, cette marchandise arrivait réellement par avion ou par bateau. Tout ce processus logistique qu'il y avait derrière et qu'ils ne voyaient pas leur était complètement étranger. Mais l'homme est ainsi fait, il a besoin de comprendre. Du coup, ils ont réfléchi pour essayer de comprendre comment c'était possible d'avoir ces objets-là. Ils se sont dit, si ce n'est pas des humains qui les ont construits, alors c'est forcément des dieux qui les ont créés. D'accord, mais du coup, comment les Occidentaux ont pu obtenir ces objets-là? Ça veut dire que les dieux leur les ont offerts. Mais pourquoi ils les offrent aux Occidentaux et pas à nous? Ça veut dire que les Occidentaux ont des comportements appropriés que nous n'avons pas. Donc, ils se sont mis à observer les comportements des Occidentaux et leurs artefacts et à les imiter en construisant de véritables cultes, religieusement parlant, avec donc des rituels, des cérémonies et des artefacts. En anglais, marchandise, ça se dit cargo. Ça a donné le nom de cargoculte. Et ça a donné par exemple ça. Ou ça. C'est élaboré, on le voit. Ou encore ça. C'est un casque de radio en coquille de noix de coco. Ça, ce sont des artefacts. Mais je vous ai dit qu'ils ont aussi imité des comportements. Ils avaient identifié que les avions arrivaient sur des pistes d'atterrissage qui s'allumaient quelques instants avant que les avions en arrivent. Donc, ils ont tracé de grandes pistes d'atterrissage dans la terre battue. Et régulièrement, ils allaient allumer des feux le long de ces pistes d'atterrissage. Ils avaient aussi remarqué que des opérateurs radio, effectivement, demandaient des marchandises dans leur radio et qu'après, ils les obtenaient. Donc, ils ont construit des grandes cabines en bois dans lesquelles ils ont mis des postes de radio en bois avec des beaux casques en noix de coco et ils venaient parler là tous les jours pour demander des marchandises. Bien sûr, aucun avion n'a jamais atterri. On peut dire que le cargo-culte, c'est le fait d'imiter des comportements sans en comprendre le fonctionnement, en espérant obtenir les mêmes bénéfices. À la base, c'est un concept anthropologique, mais qui a été utilisé comme métaphore par Richard Feynman en 1974, qui a parlé de cargo-cult science. Plus proche de nous, il y a ce qu'on appelle le cargo-cult programming. Vous avez peut-être entendu parler déjà de cargo-cult programming. Le cargo-cult programming, c'est quoi? C'est j'ai un problème à résoudre avec du code, un besoin, peu importe, et je n'ai pas la moindre idée de comment je vais faire pour m'y prendre. Donc, je vais aller zoner sur Internet pour essayer de trouver une solution qui a l'air de fonctionner. Je trouve quelque chose qui a l'air de faire à peu près ce que je voudrais faire. Je le copie-colle, je le trifouille jusqu'à ce que ça ait l'air de marcher.
quand j'y arrive, quand finalement ça finit par marcher. Et le jour où mon besoin change d'un iota, eh ben, ma solution ne marche plus. Attention, je ne dis pas que copier-coller du code, c'est mal. Sinon, on n'utiliserait pas les bibliothèques de code. Je dis que copier-coller sans comprendre, c'est mal. Comme on l'a vu avec les papous, en fait, c'est le choc de culture qui a provoqué le cargo culte. Quand on met en place une transformation lean dans une entreprise, en fait, il y a une nouvelle culture qui arrive dans l'entreprise. Parce que le lean, avant d'être une méthode ou ce que vous voulez, c'est une culture avec son idéologie, ses valeurs, ses codes, ses comportements. Et à côté de ça, on a la culture de l'entreprise. La culture d'une entreprise, c'est l'ensemble des règles explicites et implicites qui régissent le comportement de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Et bien, quand on a deux cultures qui se rencontrent, on a une potentialité de cargo culte. Et comme on l'a vu précédemment, le cargo culte va s'attaquer en premier aux artefacts et aux comportements les plus visibles de la culture avec laquelle on rentre en choc. Alors, pour ceux qui étaient à la keynote de Romain ce matin, c'est le moment où il faut ouvrir un peu plus large les écoutilles, parce que peut-être c'est là que vous allez piocher des idées pour améliorer votre système, et vous allez pouvoir après aller en parler avec lui. Dans l'absolu, vous pouvez écouter toute la conférence, il n'y a pas de souci, mais là, vous allez avoir des points peut-être un peu plus actionnables sur cette partie-là. Alors, l'artefact, la pratique la plus visible du Lean ou du Kanban, enfin là j'utilise de façon un peu indifférenciée dans ma session, c'est bien sûr le management visuel, c'est écrit dedans. Alors le management visuel, c'est quoi? Là je reprends les mots de Laurent Morisseau que je trouve très pertinents. Le management visuel, pardon, j'ai chrougnoté. Le management visuel, c'est un outil collaboratif pour l'équipe permettant de créer un environnement favorisant un comportement responsable et facilitant la transition vers l'auto-organisation. J'ai mis quelques mots en gras, en coloré, parce que déjà c'est pour l'équipe. C'est pas un outil de micromanagement, c'est un outil pour l'équipe. Et il y a transition qui est important aussi. Transition, ça sous-entend quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça du jour au lendemain, et donc on va mettre en place de l'amélioration continue. Donc voilà, ça c'était des choses qui, pour moi, me parlaient dans cette définition du management visuel. Le management visuel, en fait, son objectif, c'est de visualiser le flux de production de valeur avec ses caractéristiques. On voit par exemple donc, les différentes étapes, des limites du travail en cours, les limites du WIP. Ça va permettre aussi de voir éventuellement des classes de services différentes, d'identifier le definition of done de chaque étape, savoir ce qui permet de passer à l'étape suivante. Ça doit être simple et évolutif, puisqu'il va, en fait, on va l'améliorer de façon continue. Il doit permettre aussi d'identifier les écarts avec la performance, avec les standards de performance du système, en fait, de façon à chercher des pistes d'amélioration de ce flux. Comme je disais tout à l'heure, c'est la pratique la plus visible de Kanban. Et malheureusement, Kanban est parfois restreint à ça. J'ai déjà entendu dire des gens, Kanban, ouais, c'est une méthode de management visuel. Mais le Kanban, c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Et quand on se limite à ça, ben forcément, c'est aussi efficace que de faire des avions en paille, quoi. Ça marche pas très bien. Alors, à quoi ça peut ressembler du cargo culte management visuel? Après une de mes sessions sur le cargo culte agile, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit moi, il m'est arrivé un truc, j'ai envoyé mon équipe faire une formation sur le management visuel. Et ils sont revenus hyper contents. Ouais, c'est bon, on a tout compris, tout ça. Ils ont fait leur Kanban board. Et je suis allée leur poser la question, du coup, sur ce processus qu'ils avaient qu'ils avaient matérialisé sur ce board. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'ils ont juste repris exactement le même flux qu'ils avaient vu en formation.
copie conforme. Comme si il y avait un seul processus Kanban qui était le bon pour toutes les équipes dans tous les contextes. Là, il y a clairement un phénomène d'imitation sans comprendre. À la base, Kanban, la première étape, c'est de partir de là où on est. Et là où on est, c'est aucune entreprise, aucune équipe n'a le même là où on est, c'est pas possible. Et on améliore progressivement vers le processus qui va être plus adapté pour notre équipe dans notre contexte, ou pour notre entreprise dans notre contexte. Là, manifestement, on était dans le cargo culte total. Donc ça, bon, déjà arriver à comprendre que ça doit être une visualisation de notre processus. En fait, donc comme je disais, souvent on limite Kanban au fait que c'est une méthode de management visuel, alors qu'en fait, pour que ce soit efficace pour optimiser le flux de production de valeur, il y a d'autres concepts qu'il faut mettre en œuvre pour faire en sorte que ce soit possible. Comme je vous disais, je ne suis pas une spécialiste de Kanban, mais un des trucs, moi, qui me paraît fondamental, dans le petit schéma de management visuel que je vous ai montré, il y avait un truc en rouge, c'était les limites du WIP. Bon, c'est un concept assez facile à comprendre de se dire que dans une étape, on va essayer de limiter à un certain nombre le nombre de tâches en cours. OK. Ça, on arrive à concevoir. Quand on va interroger les gens sur « OK, mais pourquoi c'est bien ?» Déjà, c'est un peu plus flou. Et de mon point de vue, il y a un concept qui provoque en général toujours l'incompréhension, c'est le flux tiré. Le flux tiré, c'est quoi? C'est le fait de se baser sur le rythme auquel on sort des éléments de notre système plutôt que le rythme auquel ça rentre. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la vitesse à laquelle on va servir les besoins des clients, finalement. Quand est-ce qu'on va livrer réellement en production. Pour illustrer mon propos, puisque le cargo culte, c'est quand on imite sans comprendre, du coup, je vais essayer de vous amener un peu de compréhension. Si on prend l'exemple d'une usine Toyota, c'est quand on va aller livrer une voiture à un client, qu'on va se dire qu'il faut aller reconstruire d'autres portières, d'autres capots, d'autres machins, qu'on va réassembler pour faire la prochaine voiture. Et pas avant. C'est la sortie d'une voiture de l'usine, parce qu'un client l'a commandée, qui va faire qu'on va faire avancer tous les éléments de travail dans notre système. Je vais prendre un exemple qui va peut-être plus vous parler, parce que c'est plus du quotidien. Je vais vous parler du flux tiré de bière à la maison. Moi, j'ai beaucoup de choses dans mon frigo, donc j'ai pas beaucoup de place pour mettre de la bière, mais j'aime bien boire ma bière fraîche. Donc j'ai décidé que dans mon frigo, comme on est 2 adultes à la maison, il devait y avoir toujours la place pour 2 bières fraîches. Et du coup, dans mon arrière-cuisine, j'ai la place pour 1 carton de bière. Dans mon garage, j'ai la place pour 3 cartons de bière, et après, il y a le magasin pour aller re-remplir le stock. Quand je prends une bière de mon frigo, donc c'est l'élément qui sort du système, alors je vais aller chercher une bière dans mon cellier et je la mets dans mon frigo. Quand il ne me reste plus qu'une bière dans le carton dans mon cellier, je vais chercher un carton dans mon garage pour le mettre dans mon cellier. Et quand il ne me reste plus qu'un carton dans mon garage, alors je me dis je vais aller racheter des bières au supermarché jusqu'à concurrence de 3 dans mon garage. Voilà, le flux tiré, c'est ça. Ça me permet d'avoir toujours une bière fraîche, sans avoir dépensé plein d'électricité pour refroidir plein de bières au cas où j'en aurais peut-être besoin. Et du coup que je n'ai pas la place pour mettre des trucs qui me permettent de manger au quotidien aussi. Ça vous parle la métaphore du flux tiré de bière? L'intérêt en fait du flux tiré, c'est déjà de limiter le stock. Donc le gaspillage. Là j'en parlais, je limite la place utilisée dans mon frigo, je limite l'électricité que j'ai consommée. Donc ça limite le stock et donc le gaspillage. Ça me permet de me focaliser sur la vitesse à laquelle je sers le client plutôt que la vitesse à laquelle je réalise une tâche. Ça, c'est en fait, il y a d'ailleurs une très bonne session de Romain sur comment optimiser en fait l'organisation de son temps, où il montre que si on est très efficace individuellement, en fait, on peut pourrir
l'efficacité de l'entreprise ou de l'équipe, en fait. Quand on est focalisé sur la vitesse à laquelle les éléments sortent de notre flux de travail, on va chercher l'optimum global. On ne va pas chercher absolument à optimiser une tâche, une étape de mon process, mais vraiment à optimiser tout le flux. Ça va aussi favoriser la collaboration. Pourquoi? Si à un moment, j'ai un endroit du process où c'est bloqué, bah, comme moi je ne peux plus faire avancer de tâches dont moi je suis responsable, je vais aller aider l'équipe qui est responsable de l'étape ultérieure pour les aider à débloquer cette étape et que moi après je puisse recontinuer à travailler. Donc ça pousse à la collaboration. Je vérifie que j'oublie rien. Ah oui, ici. Et ça rend visible les goulets d'étranglement. Bah, quand on commence à s'empiler à un endroit, du coup, on va se poser la question de pourquoi il y a un goulet d'étranglement, qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre, comment on peut améliorer le processus, etc. Et donc, on est dans de l'amélioration continue. OK. Alors, ça donne quoi du cargo culte flux tiré? Bah, du flux poussé. Du bon vieux flux poussé où vas-y, je pousse et je comprends pas, ça rentre plus. C'est du flux où en fait on va se concentrer sur, en fait, ce qui va rythmer le travail, c'est le rythme auquel les demandes du marketing arrivent, les idées du marketing arrivent, et non pas en fait ce qui est livré en prod. Même mieux, en fait, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui m'a donné cette idée-là, qui m'en a parlé, qu'ils sont allés plus loin dans leur Kanban. C'est pas j'ai livré au client, c'est la dernière étape, en production, le done, c'est le problème des utilisateurs est résolu. Et en fait, quand on rythme son travail par rapport à quand le problème des utilisateurs est résolu, ça a quand même vachement plus de valeur sur le global que d'arriver à tenir le rythme que nous imposent les idées marketing qui sont des fois un peu décorrélées des utilisateurs. Il y a un autre effet en fait de ce flux poussé, c'est que du coup, bon, on sait qu'en Kanban, il faut qu'on mette des limites au WIP. Ça, voilà, ça, on a bien compris. Mais comme moi, je fais du flux poussé, bah, ça s'entasse. Donc, je vais mettre des files d'attente. Je vais rajouter des étapes qui vont à leur tour avoir des limites de WIP. Et donc, je vais rajouter encore des étapes. Le truc, vous savez où ça vient de... on avait genre encadrage, et là, on va avoir en validation, en rédaction, encadrage, etc. Puis au début, vous aviez une étape, puis à la fin, vous en avez 20. Alors tout à l'heure, Romain disait, bah oui, mais quand c'est comme ça, t'as qu'à donner une limite, en fait, au nombre de colonnes que tu peux avoir dans ton board. Je suis pas sûre que résoudre ça par encore de la contrainte plutôt que par de la compréhension soit ce qui va marcher plus sur la durée. Ça a des effets très négatifs, en fait, le flux poussé. Parce que, en fait, quand on a énormément de tâches comme ça qui sont dans notre système, on va passer beaucoup de temps à les gérer, à les reprioriser, à les manipuler, à faire du task switching. Et plus on passe de temps à faire ça, moins on a de temps pour produire, et donc moins les clients sont satisfaits, moins le marketing est satisfait, et les équipes sont assez découragées parce qu'eux ne voient que le travail s'empiler, et on dit « Ah, mais ils ne servent pas la demande ». Donc c'est hyper démotivant. Comme je vous le disais, je ne suis pas une experte de Kanban et de Lean, mais vous, probablement, oui, vous pratiquez au quotidien, je pense, sinon vous ne seriez pas là. Enfin, certains d'entre vous, en fait, pratiquent au quotidien, et vous avez sûrement dû... Ah ouais, l'image, elle rentre très mal. Vous avez sûrement dû rencontrer de beaux exemples de cargo culte dans votre vie de tous les jours. Donc là, c'est une image de Fight Club quand ils sont dans les groupes de soutien, où en fait, le gros Bob fait un gros câlin au héros du film. Et voilà, je voudrais là vous donner la parole à vous pendant, on va dire, allez, 10-15 minutes en fonction de ce que vous avez à partager, sur des exemples de cargo culte que vous auriez pu vivre, parce que je pense que ça peut vous faire du bien déjà de les sortir. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu libérateur de « chez moi, c'est pareil ». Et puis, parce que comme ça, peut-être que vous allez pouvoir aider d'autres aussi, avec la façon, déjà de se sentir moins seul, et puis peut-être que vous avez résolu ça d'une façon ou d'une autre, et vous allez pouvoir le partager avec d'autres. Donc, ceux qui veulent partager quelque chose, allez-y, moi je vais faire juste facilitateur et gardien du temps, là, pendant... J'ai exemple basique, c'est le stand-up. Hein. Ouais. Tout le monde entend ?
Vraiment le stand-up parce que c'est la pratique que tout le monde fait, c'est-à-dire je suis agile parce que je fais le stand-up, je ne fais que ça, je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne sais pas quelles sont, hormis les 3 questions que tout le monde a lues. Et vraiment là on est plein dans l'exemple, c'est l'archétype que font les équipes, parce qu'ils ne font surtout pas la rétrospective, surtout le stand-up. Ouais, tout à fait. Ça, dans la version cargo culte agile de la session, je passe dessus bien en détail sur les types de cargo culte stand-up. Mais il y en a aussi dans Kanban. Mais donc il y a des bons exemples de ça. La vidéo, on peut la trouver sur la vidéo de Mixit 2017 du coup. Enfin voilà, je passe pas mal d'exemples sur le cargo culte stand-up. Il y a d'autres exemples que vous avez rencontrés? Pour comment, par exemple, des limites de WIP à 2 dans une colonne, et il y a 5 tickets. D'accord. Tout le monde a entendu? Dans une méthode Kanban où on a, dans un Kanban board, on a une limite de WIP à 2 sur une colonne et on a 5 tickets dans cette colonne-là. Et du coup, comment l'équipe a géré ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien? En fait, ils n'ont pas compris. On leur a dit qu'il faut mettre des limites. Ok. Des limites. C'est indicatif en fait. Et c'est juste indicatif. D'accord. Et je pense que ça oui, parce que du coup, ça revient à faire du flux poussé finalement. Ouais. Ok. Vous avez vécu d'autres exemples comme ça? Ok. Alors, vous savez quoi? C'est pas grave parce que j'ai sous la main. Oups. J'ai sous la main aussi des exemples de cargo cult qui sont plus tirés de l'agilité. Donc, effectivement, il y avait sur le stand-up, mais je peux vous parler un petit peu de choses diverses et variées rapidement. Je vais commencer là. Bien sûr qu'on est agile, on utilise des post-it. C'est un beau cargo cult. Alors ça, c'est plus de la blague, mais en vrai, on a souvent... bah oui, on est agile, on ne fait pas de spec. Ou on ne fait pas de documentation. Alors, oui, le manifeste agile dit que du logiciel opérationnel vaut mieux que de la documentation exhaustive. Mais le manifeste agile dit aussi qu'il vaut mieux la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle. C'est que parce qu'on a le product owner qui est dans l'équipe, qui lui parle régulièrement, qu'on peut se permettre de faire une documentation light, qui est sous forme de user story, qui vont servir de base à des conversations. Donc quelque part, on peut se dire que l'exhaustivité de la documentation est inversement proportionnelle à l'implication du product owner dans le projet, dans l'équipe par exemple. Les pratiques agiles, et je pense que c'est la même chose pour le Lean et pour Kanban, même si je ne suis pas une spécialiste, c'est un système. Et si on va prendre une pratique par là, parce que « Ah bah ouais, ça a l'air sympa, ça, pas de doc, je prends, c'est facile, ça me fait gagner du temps, c'est pas cher et tout ça, je prends. » Quoi d'autre? « Oh, je vais avoir du reporting tous les matins, ouais, les stand-up, je fais. Hop, et je fais mon marché comme ça, je mets tout dans un shaker. » Bah ouais, on est agile. Ben non, ça c'est pas de l'agilité, c'est du cargo cult agile et ça marche aussi bien que des avions en paille qu'on fait décoller à coups de casque en noix de coco. Alors, ouais, je peux le faire vite fait ça, mais appliquer un framework tel quel, est-ce que c'est du cargo cult? La réponse est comme pour le cargo cult programming. Si on le déploie sans comprendre, sans chercher à prendre du recul, oui, c'est du cargo cult. Par contre, si on se l'approprie, qu'on comprend pourquoi on fait les choses et qu'on se permet de l'adapter à notre contexte, là, non. Donc, les frameworks, il ne faut pas les foutre tous à la poubelle. Il faut savoir, en fait, se servir de son cerveau pour les utiliser au mieux, finalement. Je passe volontairement vite. Hein. Alors, sur les stand-up, des exemples de cargo cult stand-up. Est-ce que tout le monde arrive à lire? Oui? Alors, je vous laisse un instant pour lire. En gros, dans ce comics, Doc Bert explique que les concurrents sont plus efficaces parce qu'ils font des réunions debout tous les matins. Et donc nous, on va être meilleurs, on va faire des exercices physiques pendant qu'on fait nos réunions. Donc déjà, on se focalise sur le côté réunion debout du stand-up. Hein, on oublie complètement à quoi ça sert, quelles sont les autres caractéristiques du stand-up, etc. Et en plus de ça, on n'explique même pas pourquoi c'est bien d'être debout. À la base, le stand-up meeting, on le fait debout pour pouvoir rester focalisé, pour que ça ne dure pas longtemps.
Ça, c'est Dilbert, c'est de la caricature, mais c'est une mine d'or pour les coachs comme moi. Dans la vraie vie, j'ai déjà vu des stand-up meetings à 20 personnes qui durent 45 minutes. J'ai vu aussi, on m'a parlé d'entreprises où on avait enlevé les chaises dans les salles de réunion pour s'assurer que les réunions se passaient debout. Et ça j'appelle pas ça des stand-up meetings, j'appelle ça des réunions debout. Je suis contente de faire ma session en français parce que la vanne, elle passe pas en anglais. Une autre forme de cargo culte stand-up meeting, la réunion reporting. Donc on a l'équipe qui est tournée toute vers l'autorité naturelle de Scrum Master, Product Owner, Manager, chef de projet agile, ou enfin mettez tout ce que... Voilà, le casque blanc. Oui, c'est vrai que j'avais jamais remarqué que lui est en blanc et que les autres sont en jaune. Hein. C'est voilà, c'est ça, c'est le gradé, quoi. C'est la figure d'autorité. Et donc, tout le monde se concentre bien sur ce qu'il va pouvoir lui dire, ou de son reporting, en fait. On est sur du reporting. Donc, on n'écoute absolument pas les autres parler. C'est hyper utile comme réunion de synchronisation. Et puis, le stand-up meeting, c'est censé servir aussi à identifier les problèmes au plus tôt pour chercher de l'aide et les résoudre. Là, quand on est comme ça, dans une réunion de reporting, où on est face à une figure d'autorité à qui on fait son reporting, vraiment, on va aller lui dire qu'on est dans la merde, en fait? On va se mettre en danger pour de vrai? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas, d'avoir le courage à ce moment-là de dire « moi, je suis bloqué sur quelque chose ». Donc, on perd complètement les effets positifs du stand-up meeting. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir la même chose en Kanban, c'est ce que moi j'appelle les stand-up KPI, les indicateurs qu'on met à jour pendant le stand-up meeting. Donc, quand on fait du Scrum, ça va être le burn down chart d'itération, merci. Je pense que quand on fait du Kanban, ça va être plutôt en fait mettre à jour toutes nos cartes de contrôle et compter, mettre les petites bâtonnets de combien de temps ça a passé, etc. Mais en gros, si je suis sur Scrum, ça va donner quoi? Alors hier, j'ai travaillé sur la user story machin. Ok, mais c'est combien de temps reste à faire? Donc déjà, la synchro, tout ça, on oublie. Et surtout, tout le monde est bien focalisé sur le fait que on va pas y arriver et qu'on ne se donne pas les moyens d'essayer d'y arriver en fait. C'est un constat programmé de l'échec. C'est terrible pour une équipe, ça. Je regarde le temps parce que je veux... Vous en voulez encore un petit peu sur les rétros, cette fois-ci? Je passe sur ce que c'est que la rétro. Je vais partir du principe que vous savez, pour aller plus court, mais... Cargo culte rétro, exemple. La rétrospective câlin, la rétrospective bisounours. La rétrospective où on se concentre sur ce qui marche bien dans l'équipe, où on se dit à quel point on est content de bosser ensemble. C'est bon, c'est chaud, ça fait plaisir. Attention, c'est important de se dire ce qui marche bien. C'est ce qui permet de garder la motivation d'une équipe sur la durée. Mais en rétrospective, n'aborder que ce qui marche bien parce qu'on n'arrive pas à se parler de ce qui ne marche pas bien, pour ne pas se blesser d'ailleurs, c'est un petit peu un cercle vicieux, hein. On s'aime bien, donc on ne veut pas se blesser, donc on ne sait pas ce qui ne marche pas bien. Donc les problèmes ne sont pas résolus, donc ils s'accumulent, donc il y en a de plus en plus, et donc on a de moins en moins de choses sympas à se dire, et au bout d'un moment, c'est la cata. Concrètement. Un autre exemple. Là, au contraire, dans la rétrospective psy, on en parle des problèmes. Et on en parle, mais format XXL. Et le Scrum Master, donc quand on est dans une démarche Scrum, dans son coin, dit « Allez-y, poursuivez ». En gros, on parle des problèmes, mais on n'identifie jamais d'action pour les résoudre. Donc on parle des problèmes, donc on n'a que des problèmes et on ne fait jamais rien pour les résoudre, ça ne s'améliore pas. Donc du coup, c'est complètement démotivant sur la durée. Là aussi, dans la rétrospective revendication, on parle des problèmes. Mais là, cette fois-ci, les problèmes, c'est jamais nous, c'est toujours chez les autres. Ils ne nous donnent jamais les livrables à temps, on ne peut pas bosser, c'est l'entreprise qui fait ça, ils ne sont pas agiles, tu comprends. Ouais, sauf que du coup, tout va dans le backlog des obstacles du Scrum Master, qui n'est pas un super-héros. Enfin, moi, je n'ai pas encore réussi à en embaucher un de Scrum Master super-héros. Et du coup, qui ne va pas arriver à traiter tout ça, en fait.
Donc déjà, l'équipe, elle a cet effet un petit peu de « Ah, mais du coup, on ne peut pas avancer parce que nous, on identifie des problèmes, mais personne ne les résout. » Mais pire encore, c'est que vu de l'extérieur, cette équipe, plus personne ne veut bosser avec. C'est jamais leur faute. Ils seront jamais contents, jamais ils se remettent en question. Personne ne veut bosser avec eux. Et du coup, quand cette équipe a besoin de quelque chose d'une autre équipe, bah, l'autre équipe n'est pas pressée de lui donner, en fait. Bah oui, sinon ça va être encore sa faute et tout ça, donc tant qu'à faire, autant que ce soit sa faute pour quelque chose, quoi. Et du coup, ils ont réellement des problèmes avec les autres équipes après, mais plus personne ne les écoute. C'est le petit garçon qui criait au loup, en fait. Donc ça marche super bien. Allez, un dernier pour la route, et après je reprends le fil du Kanban. Là, c'est les rétrospectives où on fait presque tout bien. On parle des choses qui marchent bien, on parle des choses qui ne marchent pas bien, on identifie des actions que l'équipe peut faire et puis qu'elle ne fait pas. Alors, il y a plein de bonnes raisons pour ça. Ouais, tu comprends, on était un peu charrette sur ce sprint, on a un peu pris trop de trucs en sprint planning, en fait. Ben, peut-être parce qu'aussi on n'a pas pris en compte qu'on avait des actions à faire et que c'est déjà un problème et qu'il faudrait qu'on en parle en rétro, peut-être, sur le fait qu'on se charge trop en sprint planning. Parce qu'il n'y avait personne comme porteur, ou qu'il y avait trop de monde. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des actions en rétrospective, tous? Ça marche super bien. Moi, il m'est arrivé un truc chez France Télé, où en fait, j'étais product owner dans une équipe. Et en rétrospective, il y a une action qui sort qui est réparer tous les tests rouges sur la plateforme d'intégration continue. OK. Itération d'après. Est-ce qu'on a fait l'action? Non. OK. Bon, ben, on la fera l'itération d'après. Ah oui, c'était tous aussi, encore une fois. Itération d'après, enfin, rétrospective d'après. Est-ce qu'on a fait l'action? Non, toujours pas. Ah, OK. Bon, ben, on la fera l'itération d'après. Bon, au bout de la troisième rétro, moi, j'ai pété un câble, parce que j'étais pas Scrum Master, mais il y a un moment où j'ai senti monter la beaufaïs et j'ai dit, on va la refaire souvent, celle-là. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi on l'a pas faite? Ah bah tu comprends, réparer tous les tests sur la pique, bah, il y a au moins 2 mois de boulot de toute l'équipe. Donc on va jamais le faire. Donc il faudrait qu'on découpe plus petit pour avoir quelque chose d'actionnable qui tienne dans une itération. Je veux dire, si on essaie de faire des user stories qui rentrent dans une itération, il faut aussi que nos actions d'amélioration rentrent dans une itération. Sinon, on ne les fera jamais en vrai. Et ce sera un peu comme des bouteilles jetées à la mer. OK ? Donc qu'on fasse une transformation lean ou une transformation agile ou n'importe quelle transformation organisationnelle. OK, je vais... N'importe quelle transformation organisationnelle, on l'a vu, on met en place une nouvelle culture. Si la culture de l'entreprise est proche de cette culture cible, ça va aller assez facilement finalement. Par contre, si la distance est importante, ça va être plus compliqué. Voire ça va être douloureux. En fait, il faut se mettre dans la peau des personnes qui vont voir toute leur organisation changer, ils vont voir les outils changer, les méthodes changer, les pratiques changer. Et du coup, tout change, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et le quelque chose qui ne change pas, ça va être la culture de l'entreprise, qui va devenir un refuge en fait. Et les gens vont s'accrocher à cette culture comme des moules à un rocher. Ils ne voudront pas lâcher, quoi. Et là, on va avoir un boni à cargo culte. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Bon, déjà, le côté facile, c'est quand on a une start-up. Enfin, facile. Plus facile, c'est du coup, on peut intégrer dès le début des gènes d'agilité ou des gènes de lean, en gros, dans l'ADN de l'entreprise. Et du coup, bah, comme ça devient la culture d'entreprise par défaut, puisque c'est celle qu'on va faire grandir. J'en ai parlé dans ma conf à Mixit en 2016 sur rester agile en grandissant, et c'est ce qu'on avait fait avec l'équipe Cuzzle. Mais bon, ça, malheureusement, c'est pas la grande majorité des entreprises, les startups. Donc, pourquoi j'avais reposé mon truc? Donc, du coup, quand on est une entreprise existante, on parle de transformation organisationnelle. J'aime pas ce terme. Déjà, enfin, pour 2 raisons. La première, c'est que transformation agile, par exemple, ça sous-entend qu'on a un état pas agile et puis un état agile. C'est binaire. Et que l'agilité, du coup, à un moment, c'est un état final. Alors que pour moi, l'amélioration continue, c'est le travail de toute une vie. C'est jamais fini, en fait. On n'a jamais fini de se transformer de façon agile. On n'a jamais fini d'appliquer de l'amélioration continue, quoi.
Et l'autre aspect que j'aime pas dans ce terme de transformation agile, mais que j'utilise malgré tout parce que c'est celui qui est utilisé beaucoup par les gens, ça sous-entend que l'agilité c'est un but, alors que c'est un moyen. L'agilité, ça doit être un moyen pour l'entreprise d'atteindre son but. J'ai entendu dans ma vie plein de mauvaises raisons de faire une transformation agile. T'es DSI et tu fais pas de transformation agile? Non mais allô quoi. Les équipes agiles, elles sont plus productives. C'est le consultant de chez Machin qui nous l'a dit. Bah, nous, on n'arrive pas à avoir des specs décentes du métier, donc on fait de l'agile. Et le pompon de la pomponnette revient à un client que j'ai eu il y a quelques années de ça et qui m'avait expliqué que s'il arrivait à rendre son équipe plus agile, ça allait être le premier. Enfin, s'il arrivait à rendre son équipe agile, ça allait être le premier dans l'entreprise à y arriver. Du coup, il allait être pionnier et ça allait servir sa carrière pour prendre la place du DSI. Véridique. Je vous laisse imaginer comment ça a super bien marché. Donc, on l'a dit, l'agilité, le lean, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. Un moyen de quoi? D'atteindre la vision de l'entreprise. La première étape pour faire une transformation d'entreprise qui a du sens, c'est de se donner une raison d'être pour l'entreprise, une mission. Qu'est-ce qui fait qu'on va se lever le matin, quoi? Il faut que ce soit motivant, mais réaliste quand même. Spotify, par exemple, la mission qu'ils se sont donnée, c'est donner à tous accès à la musique qu'ils aiment de façon légale et simple, et où qu'ils soient. C'est beau comme mission. C'est quand même vachement plus sympa que devenir le premier service de streaming de musique. D'un côté, on a une mission qui est humaniste, amener la musique à l'humanité. De l'autre côté, on a une vision qui est darwinienne, enfin compétitive, quoi. Genre écraser les autres. D'un côté, c'est plus motivant que de l'autre. Cette vision, l'idéal, c'est de la co-construire avec les collaborateurs. Parce que comme ça, ils deviennent acteurs du changement plutôt que de le subir. Et il faut être bien conscient que cette vision d'entreprise, c'est pas une option, c'est une condition de survie qui va nous permettre de faire face à des nouveaux entrants sur le marché, la concurrence, etc. C'est ça qui va nous permettre de survivre. Si c'est pas ça, alors c'est pas une vision vraiment, en fait. Parce que cette vision, c'est ce qui va nous permettre de nous dire que même quand ça va être long, difficile et coûteux de se transformer, on a de bonnes raisons de le faire. C'est pour survivre, pour atteindre ce but, pour survivre. Ok ? Pour porter cette vision, il nous faut un sponsor. Un sponsor donc, qui va déjà comprendre qu'effectivement, il va porter cette vision, il va comprendre que ce n'est pas une option pour l'entreprise. C'est quelqu'un aussi qui ne va pas renoncer quand ça devient difficile, qui va défendre cette transformation parce qu'il sait qu'effectivement, ce qu'on veut atteindre, c'est ce qu'il faut faire pour l'entreprise. Il va s'engager personnellement sur les décisions stratégiques, même s'il se fait conseiller. Il s'engage personnellement. Il va soutenir ses équipes, il va les exhorter à garder la foi et le courage tout au long du chemin, parce que oui, une transformation, c'est difficile et c'est long et c'est coûteux. Et ceux qui vous disent le contraire, c'est des menteurs. Une transformation de culture, c'est forcément long. Et c'est douloureux parce qu'on touche à de l'humain. D'ailleurs, le sponsor, c'est celui qui est prêt, avant tout, à changer lui-même, avant de demander aux autres de changer. La culture de l'entreprise, elle est issue du top management d'une entreprise. Je vous donne un exemple simple. Dans ma boîte, le PDG est tout le temps en retard aux réunions, de au moins une demi-heure. Il n'y a pas une seule réunion qui commence à l'heure dans ma boîte, y compris celle où il n'est pas. J'espère qu'il ne regardera pas la vidéo. Donc, il faut que le sponsor soit prêt à changer lui-même avant de demander aux autres de changer. Et du coup, ça permettra à l'entreprise de changer de la tête aux pieds. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir changer la culture. Pour toutes ces raisons, le sponsor de la transformation doit forcément être dans le top management. Ou si on est à l'échelle d'une DSI, doit être le DSI. Ensuite, il faut donner les moyens à l'équipe de faire pousser son agilité, son lean, etc. Donc ça veut dire qu'il faut de l'accompagnement. Alors on évite l'accompagnement où on donne accès que à certains services parce que tu comprends, c'est sensible, les RH, machin, nan.
Non, si on veut faire une transformation d'entreprise, on donne accès à toute l'entreprise, voire à ce qu'il y a juste autour de la pêche, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, c'est-à-dire les clients, les utilisateurs. Comment on peut travailler sur de la transformation d'entreprise si on a le droit d'en voir qu'une toute petite partie? Ça ne peut pas marcher. Il faut donner de la formation. Alors de la formation plutôt en équipe qui va nous permettre de nous approprier des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes dont on va estimer avoir besoin. De la formation qui va être axée sur la compréhension de pourquoi on fait telle pratique comme ça, de façon à ce qu'on puisse se l'approprier ensuite. Je vais encore prendre un exemple. J'ai été effarée de voir que dans ma boîte, il y avait des personnes qui pensaient qu'on faisait le planning poker parce que c'était fun et on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait parce que c'est fun. Le planning poker, pourquoi on le fait? C'est pour éviter les biais où on va estimer les user stories de la même façon que le lead dev. En gros. Enfin, en gros, il y a un biais cognitif qui fait que s'il y a un sachant quelque part, on va dire comme lui, en fait. Le fait de retourner en même temps, que tout le monde retourne en même temps sa carte pour dire à combien on estime une user story, ça permet de contrôler ce biais-là. Si on n'a pas cette information-là en tête, on peut très bien détourner complètement le planning poker et du coup, on perd totalement l'utilité. Donc de la formation, il faut du temps, bien sûr, parce que comme je disais, c'est long. Et du coup, il faut du soutien tout au long de ce temps. Le soutien, c'est quoi? C'est de valoriser les expérimentations. C'est de dire, là, il y a une expérimentation. Ça a été un succès, c'est super, on célèbre. Ça a été un échec, c'est super, on a appris quelque chose, on célèbre. Et surtout, on partage pour que l'apprentissage ne soit pas seulement au niveau en fait, de l'équipe, mais au niveau de toute l'entreprise. Ça ne veut pas dire que ça va produire une solution qui va être valable pour tout le monde, mais probablement que le problème va concerner aussi d'autres personnes à d'autres endroits. Et si on ne partage pas, ils vont perdre du temps à l'identifier. Et donc, il faut du partage. Le partage, ça se fait dans les entreprises, comme par exemple quand on monte des communautés de pratique, mais ça se fait aussi dans des conférences comme ici, où on va pouvoir aller prendre des idées des autres, d'autres organisations, leur en donner aussi, et du coup, s'améliorer ensemble continuellement. Et puis, progressivement, arriver à plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut identifier des relais dans l'entreprise pour que les accompagnants ensuite puissent lâcher la main des équipes et des organisations. Alors, en parlant des accompagnants, je vais déborder un tout petit peu. Il fallait le dire à Thierry. Les accompagnants, alors il y en a certains qui vous expliquent que ce soit Lean ou l'agilité, c'est une panacée pour eux, c'est la réponse à tous les maux, il faut tout le temps mettre ça en place. Alors qu'en fait, on l'a vu, c'est un moyen, parmi d'autres, d'atteindre un objectif. Et puis, on va vous dire que c'est facile. C'est comme une potion magique, en fait, qui va... Donc, non seulement ça soigne tous les maux, mais en plus, c'est facile. Celui-là de Marabout, il fait même démarrer les motos russes. Non, une transformation, c'est pas facile, ça demande des efforts. Pour identifier des accompagnants Marabout, je vous donne 3 astuces. La première, c'est quand cet accompagnant ne vous pose aucune question sur la vision d'entreprise et pourquoi vous voulez faire une transformation. Deuxième indice, c'est quand la première chose qu'il fait, c'est vous dire « Moi, je pense que ce qu'il vous faut, c'est SAFe, ou c'est le Design Thinking, ou c'est Scrum, ou c'est ce que vous voulez. Vous mettez le nom du framework ou de la méthode à la mode. Voilà, il sait ce qu'il veut vous vendre. Troisième indice, il vous promet le retour de l'être aimé en 48 heures. Enfin, non, disons qu'il vous dit qu'il va transformer votre organisation en 3 mois, en 6 mois. Et là, je dis, Martoni, tu bluffes. La personne en question qui n'a même pas rencontré quelqu'un de votre organisation, donc qui n'a pas pu mesurer le chemin qu'il y a entre la culture d'entreprise actuelle, la culture actuelle de l'entreprise, et la culture qu'on vise à atteindre, que ce soit la culture agile ou la culture lean, ne peut pas avoir une idée du chemin à parcourir et donc du temps que ça va prendre. Et plus encore, c'est faux de laisser penser que c'est le coach qui va faire le travail. Le coach, il est là juste pour accompagner. C'est les équipes qui vont changer, c'est les équipes qui vont travailler. Aucun accompagnant ne peut s'engager sur le temps que ça va prendre à changer les autres. Moi, je reste convaincue que le lean management, c'est un levier puissant pour avoir des entreprises qui sont efficaces et des collaborateurs épanouis. Mais les papous nous ont montré qu'on pouvait
faire des choses pas très glopes, qui du coup consistent à construire des avions en paille qu'on essaye de faire décoller avec des radios en bois. Ça ne marche pas. Et même au-delà de ça ne marche pas, c'est nocif. En France, les transformations lean ont une très mauvaise image. Parce que souvent, on les a réduits à l'élimination du gaspillage. Ça a été en fait finalement un prétexte pour faire du cost-killing et des plans sociaux. On a oublié quelque chose de fondamental qui est le respect des personnes. Et du coup, le rends ton poste inutile et sois promu est devenu rends ton poste inutile et pointe à Pôle emploi. Ça a une image déplorable, à tel point qu'il y a des coachs lean qui font du lean sans surtout le dire que c'est du lean en fait. Ils ne veulent surtout pas utiliser le mot, parce que sinon ça effraie tout le monde, les syndicats, les collaborateurs, etc. Et ça, des fois, ça a des effets vraiment désastreux. On parle d'humain, là, on travaille sur l'humain quand on parle de culture et de valeurs. Du coup, comment on fait? Et bien là, c'est un philosophe du XIIe siècle qui nous donne la réponse. Le lean, c'est avant tout une culture, un système de valeurs. Et donc, du coup, il va falloir travailler sur les valeurs du lean. Alors moi, ce que j'en ai compris, hein. Du coup, je ne sais pas si on va bien les voir. Voilà. Elles sont un peu longues. Est-ce que vous arrivez à lire ou je vous les lis à voix haute? Même au fond? Non, je les lis. La valeur pour le client. Processus optimisé, pas de gaspillage, la performance globale, le lissage de la charge, la mesure, allez voir sur le terrain, l'amélioration continue, la standardisation, l'autonomie, l'esprit d'initiative, la responsabilisation, le développement humain, la compréhension, le leadership de tous, le respect, le flux. Et après, j'ai perdu le fil. Enfin, vous avez l'idée. Le truc, c'est que c'est facile d'imiter une pratique. Mais comment on se forme à une valeur? C'est quoi la certification bienveillance, la certification respect? Comment on fait? Comment on mesure dans une entreprise le droit à l'erreur, l'esprit d'initiative? Ça se mesure comment? Comment on sait si on progresse en fait? C'est pas simple. J'ai pas de réponse toute faite en vrai. À part peut-être l'exemplarité. C'est la meilleure réponse que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. L'exemplarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez faire changer la culture de votre entreprise, il faut en fait être ferme sur les valeurs que ça représente, cette nouvelle culture que vous voulez atteindre. Il faut la vivre au quotidien et pointer du doigt en fait à chaque fois qu'on a un comportement qui n'est pas en accord avec les valeurs de l'entreprise, les valeurs que l'entreprise voudrait mettre en œuvre. Parce que le comportement qu'on tolère aujourd'hui, c'est le standard de demain. Je vous remercie.